Bonjour et bienvenue à votre émission Que dit la loi de cette semaine. Certainement vous est-il arrivé à plusieurs reprises de vous rendre dans un bâtiment du service public et d'utiliser à l'occasion des meubles, matériels et autres outils de diverses natures qui s'y trouvent. Certainement, passez-vous régulièrement sur des infrastructures routières construites par les gouvernants au profit de tous. Eh bien, vous avez ainsi l'habitude de profiter de ce qu'on peut appeler biens publics qui, à l'instar des biens d'utilité privée, nécessitent également de beaucoup de rigueur et de bienveillance de la part de tous. Qu'entend-on donc par biens publics et quelle est la responsabilité des citoyens vis-à-vis de ces biens au regard de la loi? Voilà la préoccupation centrale de cette émission et pour la décortiquer, je reçois pour vous sur ce plateau Dr Clément Dassy. Bonjour. Bonjour, Monsieur Chidi. Vous êtes docteur en droit public, actuellement greffier à la Cour des comptes du Bénin. Vous êtes auteur de l'ouvrage La Constitution interprétée par le juge constitutionnel. Merci de votre présence sur ce plateau. C'est moi. Alors d'entrée, puisque nous allons parler de l'enlage de la notion du bien public, de la responsabilité des citoyens vis-à-vis de ces biens publics, mais également des peines que l'on encourt si on se retrouve dans des situations de vandalisme ou de mauvais usage de ces biens. Avant d'en arriver à tous ces différents points, il est nécessaire quand même qu'on puisse savoir ce qu'on peut qualifier de bien public. Qu'est-ce qu'on entend par bien public? Oui, merci Monsieur Chidi. Un bien public, c'est un bien qui relève du domaine public, c'est-à-dire un bien qui appartient à une personne publique. Si je dis personne publique, il ne s'agit pas seulement de l'État, mais une collectivité publique, c'est-à-dire l'État, les collectivités territoriales et les entreprises publiques, c'est-à-dire les établissements publics, les sociétés d'État, les sociétés à participation financière publique de l'État. Donc, ce sont ces collectivités qui sont regroupées sous le vocable de collectivités publiques qui, étant propriétaires de ces biens et affectant ces biens à une utilité publique, confèrent à ce bien le titre ou le statut de bien public. Donc, on peut retenir qu'il y a là deux critères. Le critère de propriété ou d'appartenance à une personne publique, d'une part, et d'autre part, le critère d'affectation à une utilité publique. D'accord. Alors, je peux un peu revenir sur le critère d'appartenance à une personne publique. Oui, justement. Nous pouvons dire qu'un bien est public lorsqu'il appartient à une personne publique, et je précise qu'il ne s'agit pas simplement de l'utilisation du bien par la personne publique. L'État peut par exemple prendre à bail un immeuble. L'immeuble n'appartient pas à l'État. Donc, le fait que l'État prenne à bail l'immeuble et qu'il l'utilise ne fait pas de cet immeuble un bien public. Vous voyez? C'est un bien d'utilité privée, mais que l'État a peut-être récupéré pour une période déterminée. Bien sûr. Dans un but précis. Pour une utilisation. L'utilisation peut être faite à des fins publiques, mais la propriété même revient à une personne privée. De sorte que l'appartenance à une personne publique ou l'usage d'un bien par une personne publique ne suffit pas pour le qualifier d'un bien public. Il faut qu'il appartienne à la personne même. Donc, l'appartenance à la personne publique ou la propriété détenue par la personne publique sur le bien et ensuite l'usage que la personne publique fait de ce bien. Et cet usage, il peut être soit directement destiné au public, tel que nous avons les places publiques, les routes, les bâtiments administratifs qui reçoivent le public pour diverses prestations, par exemple. Justement. Ces bâtiments-là, ou plutôt ces biens-là, ils ont des caractéristiques. Les caractéristiques, c'est dire qu'ils ne sont pas rivaux. Tout le monde peut accéder. Ils n'excluent pas. Le fait qu'une personne ou qu'un individu utilise ce bien n'exclut pas l'autre
Justement, vous avez déjà commencé à baliser le terrain. Oui. Dans le domaine économique, Oui. on dit que le bien public, c'est un Oui. bien qui est non rival Oui. et non excluable. Bien sûr. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans le domaine de l'économie Oui. et qui ne comprennent pas grand-chose de ces termes, je vais Oui. dire termes techniques, Oui. dans quel contexte on peut dire qu'un bien public est non rival d'abord? Non rival dans la mesure où tout le monde peut accéder. La voie publique, nous circulons tous. Une place publique, le terrain de football, tout le monde peut y aller. Et ce bien ou ces biens sont des biens non rivaux. Et non excluables? Non excluables, c'est que le fait que une personne l'utilise au même moment n'empêche pas l'autre personne de l'utiliser. Vous voyez, nous prenons... C'est-à-dire que quand on passe sur une route, Oui. par exemple, Voilà. on n'empêche pas les autres de circuler parce qu'on circule. Voilà. Tout le monde peut circuler au même moment, Bien tant sûr. que c'est ordonné, tant que Bien chacun sait sûr. dans quel couloir circuler, etc. Bien sûr, on n'exclut pas l'autre. D'accord. C'est la caractéristique de ces biens, ça. Et bon, les économistes vont jusqu'à dire, à parler de biens publics purs, de biens publics impurs. Purs, c'est que les caractéristiques là ne sont pas pleinement remplies. Un bien qui, lorsqu'il est utilisé, empêche quelque peu l'autre de l'utiliser. Il faudra attendre que l'huile finisse avant qu'un autre ne puisse l'utiliser. Bon, ça, c'est des détails réservés aux économistes. Voilà. Alors, justement, dans ce contexte, on a déjà commencé à donner quelques exemples types. On a parlé des routes, on a parlé peut-être des bâtiments. Mais il est important quand même qu'on puisse savoir exactement, de façon non exhaustive, puisqu'on ne pourrait vraiment pas le faire, Bien sûr. qu'on puisse avoir une idée de la typologie des biens publics. Alors, quels sont les différents types de biens publics qu'on peut dénombrer? Oui, il faut dire que de manière classique, nous avons les biens publics immobiliers, d'accord, et les biens publics mobiliers. Bon, les biens publics relèvent de ce qu'on appelle le domaine public. Le domaine public, et on fait la classification entre domaine public immobilier, domaine public mobilier. Lorsque vous prenez par exemple le code foncier et domanial, le code foncier et domanial, lui, met l'accent sur le domaine public immobilier. Vous avez le domaine public de l'État et des collectivités locales, le domaine privé de l'État et des collectivités locales. Mais le domaine privé ne nous concerne pas ici, ou ne nous intéresse pas dans cette émission. C'est le domaine public qui nous intéresse. Et le domaine public immobilier, lui, il est largement régi par le code foncier domanial. Et le domaine public mobilier, c'est dans les tests épars, qu'on peut les retrouver, qu'on peut retrouver les dispositions qui les régissent. Lorsque vous prenez par exemple la loi récente sur la protection du patrimoine culturel, nous avons là une loi qui, d'une manière ou d'une autre, régit les biens publics, ou plutôt le domaine public mobilier. C'est ça. Et au-delà du domaine public mobilier, donc des biens mobiliers, il y a d'autres types de biens. De façon classique, nous avons ces deux. Domaine public immobilier, domaine public mobilier. Domaine public immobilier, nous avons un domaine public immobilier naturel, tel que vous avez les cours d'eau, les fleuves. Ça, c'est des domaines publics naturels. Et les domaines publics artificiels, là, cela requiert l'intervention de l'homme. Vous avez le port et les infrastructures portuaires. Ces domaines-là, ce n'est pas venu naturellement, c'est l'homme qui a construit. Justement. Voilà, ça relève. Lorsqu'on a une place publique, par exemple, un carrefour, on sait que à l'occasion donc de la fête nationale de 2022, le Bénin a connu l'inauguration de certaines places publiques. Bien sûr. Par exemple, la statue de l'Amazone, la place Bioguera, la statue de l'illustre guerrier Bioguera à Cotonou, il y a aussi à Parakou. Il y a également, on va dire, d'autres places publiques comme ça, le monument dévoué bien sûr, la place Bayola, Porto Novo, etc. Ces différentes places publiques sont également des biens publics. Bien sûr, ce sont des biens publics. Ce sont des biens publics et relèvent du domaine public immobilier et artificiel. Puisque c'est l'homme, c'est de la main de l'homme qu'ils ont été érigés. En novembre 2021, le Bénin a connu, on va dire, le rapatriement de certains biens culturels.
qui jadis avaient été pillées par les colonisateurs. Oui. Nous avons eu 26 œuvres qui sont revenues. Nous savons tout le processus législatif, que ce soit ici et même en France, tout le processus qui a permis le rapatriement de ces biens-là. Aujourd'hui, dans quelle catégorie pourrait-on classer ces types de biens? Ce sont des biens publics mobiliers. Dans immobilier, ce qu'on ne peut pas déplacer, mobilier qu'on peut déplacer. Ce sont des biens publics mobiliers. Ils relèvent du domaine public mobilier. D'accord. Et une précision par rapport aux biens publics mobiliers. Tout à l'heure, je disais qu'il y a 2 critères pour définir les biens publics. La propriété par la personne publique et l'utilisation. C'est-à-dire l'utilité publique. L'utilité publique à laquelle on affecte le bien. Donc, ces 2 critères-là. Ici, avec les biens publics mobiliers, la propriété n'est pas tout à fait déterminante, dans la mesure où, en ce qui concerne les œuvres du patrimoine culturel, les privés peuvent détenir ou peuvent avoir des musées. Et du fait que ces musées relèvent d'un intérêt national, ces musées relèvent du patrimoine public culturel. Donc, on peut aussi les classer dans les biens publics de l'État. Donc, en ce qui concerne les œuvres historiques ou qui ont un intérêt scientifique ou autre, la simple propriété, on peut même se passer de la propriété et aller directement sur le critère d'utilité publique. Dès lors qu'il est d'utilité publique, un bien public mobilier ou un bien public meuble, dès lors qu'il est d'utilité publique, peut être classé parmi les biens publics. La question que je m'en vais vous poser peut paraître bizarre dans sa formulation. On parle de bien public. Est-ce qu'un bien qui est qualifié de public peut-il encore avoir de propriétaire? Est-ce qu'un bien public peut encore avoir de propriétaire? Est-ce qu'il appartient à quelqu'un? Bien sûr. À qui appartient-il alors? C'est le peuple. Le peuple auquel appartient la souveraineté nationale, suivant les dispositions de l'article 3 de notre Constitution. Le peuple est l'ultime propriétaire de ces biens, mais le peuple tout entier ne peut pas se mettre à gérer les biens. Il faut alors les confier aux personnes publiques que sont l'État, les collectivités locales, les entreprises publiques. Eux, ils sont des gestionnaires de ces biens. Mais le propriétaire, le vrai propriétaire des biens, c'est le peuple. Ça signifie que les gestionnaires de ces biens reçoivent mandat du peuple, d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, ils reçoivent mandat du peuple pour gérer ces biens-là, mais les gérer comme le bon père de famille, bien évidemment. C'est ça. Donc, c'est cela. Dans l'article 37 de la Constitution, la loi 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, à l'article 37, on voit que, je cite, « Les biens publics sont sacrés et inviolables ». Il y a 2 mots-clés là qui sortent dans cette disposition de la Constitution, l'adjectif sacré et l'adjectif inviolable. À quel moment dit-on qu'un bien public est sacré? Il faut relever que notre constituant a érigé a conféré ce statut-là au bien public au même titre qu'il l'a conféré à l'être humain. À l'article 8 de notre Constitution, l'être humain ou la personne humaine est sacrée et inviolable. À l'article 37, le constituant revient et confère le même statut au bien public. Ça signifie que déjà à ce niveau, autant la vie humaine est sacrée, autant la vie du bien public est sacrée. Vous avez très bien compris. Autant la vie humaine est sacrée, autant les biens publics sont sacrés. Parce que ce ne sont pas ces biens que l'État et les collectivités locales, les entreprises publiques arrivent à satisfaire à nos besoins. C'est par ces biens que ces entités publiques arrivent à satisfaire l'intérêt général. Si nous les mettons en péril d'une manière indirecte, nous nous mettons en péril. C'est pourquoi le constituant leur a conféré ce statut-là au même titre que l'être humain. Donc le constituant donne la même valeur au bien public qu'il en donne à l'être humain. Et la question qui va suivre, et ça vous n'allez pas y répondre tout de suite,
Ce sera après de savoir, est-ce que dans ce contexte, quelqu'un qui, on va dire, porte atteinte à la vie humaine, est-ce que alors, puisque la Constitution le dit ainsi, est-ce que la personne est jugée de la même façon que lorsqu'elle porte atteinte à un bien public? On va y revenir lorsqu'on va rentrer dans le chapitre des peines encourues un peu plus tard. Oui, bien sûr. Alors, mais lorsqu'on dit que les biens alors sont inviolables, puisque l'article 37 que j'ai cité dit les biens publics sont sacrés et inviolables. Inviolables, c'est-à-dire? Inviolables, on ne peut pas leur porter atteinte. Vous voyez, quand on dit que quelque chose est sacré, même dans nos coutumes et nos traditions, ce qui est sacré, on ne s'approche pas comme ça. Parfois, il faut être initié pour s'approcher de la chose. Tout le monde ne rentre pas au couvent. Tout le monde ne rentre pas au couvent. Et même quand on rentre au couvent, on ne prend pas des choses n'importe comment. Justement. Il faut être initié à la chose. Et il faut parfois certains rites pour pouvoir toucher à certaines choses. Les biens publics doivent mériter cette considération-là de la part de chaque citoyen. Donc, ce n'est pas anodin quand le constituant déclare que les biens publics sont sacrés et inviolables. Alors, ça signifie que lorsque, par exemple, les concitoyens, peut-être ignorants de ces dispositions-là, pour une raison ou pour une autre, se retrouvent à peut-être, on va dire, détruire les infrastructures publiques, que ce soit des routes, des bâtiments, des véhicules administratifs ou d'autres types de biens qu'on peut classer dans le patrimoine public, ces personnes-là tombent déjà sous le coup de l'article 37 de la Constitution. Bien sûr, bien sûr. Puisque le constituant, à la suite de cette expression-là, les biens publics sont sacrés et inviolables, il continue. Tout citoyen béninois a le devoir. Il a le devoir de protéger, de respecter d'abord et de protéger ensuite. Il y a là deux obligations qui sont mises à la charge du citoyen. Respecter, cela signifie qu'il ne fait rien qui puisse nuire à l'intégrité, à la vie, on va même dire à la vie bien sûr, bien sûr. On va revenir tout à l'heure sur la responsabilité des citoyens. D'accord. Mais justement, dans les textes, on voit aussi que c'est bien là un caractère inaliénable, imprescriptible, insaisissable. Alors, on va commencer à prendre ces adjectifs l'un après l'autre. D'accord. Dans quel contexte peut-on dire que les biens publics sont inaliénables? Ils sont inaliénables dans la mesure où ils ne peuvent pas passer d'une personne à une autre. Je suppose que le bien, dans son statut public, appartenant à l'État, fasse l'objet de transactions. Non. L'État ne peut pas, en l'état du statut de bien public, transférer un bien à un individu ou à une personne. Ils sont inaliénables. On ne peut pas les vendre, on ne peut pas les donner. Et là, nous avons même un bien le plus, je peux dire, entre griffes, le plus important, le territoire national. C'est ça. Notre territoire, il ne peut pas faire l'objet de transactions. Et le constituant à l'article 145, alinéa 3, prescrit que même s'il doit faire l'objet de transactions, il faut que l'ultime propriétaire, le peuple, puisse donner son avis par référendum. Ah, justement, une question alors, que les gens auraient pu se poser si vous n'aviez pas complété, ce serait de savoir comment le peuple peut-il donner son quitus. Ah oui, c'est par référendum. C'est écrit, c'est bien prescrit. C'est prescrit. Vous allez voir l'article 144, 145, ce sont les dispositions qui parlent des traités internationaux et autres, où le chef de l'État, c'est lui qui conclut les traités et tout ça. Mais à l'article 145, en ce qui concerne le territoire, le constituant a bien prescrit. Il ne peut faire l'objet d'échanges ou d'une transaction quelconque que sur autorisation du peuple, par référendum. C'est dire que le territoire est assez sacré. Et quelque part dans la Constitution, il est prescrit que le citoyen a un devoir sacré. Et le constituant a ajouté sacré, un devoir sacré de défendre la nation et le territoire national. Ce devoir sacré veut dire que l'obligation peut aller jusqu'au sacrifice suprême pour le citoyen. D'accord. Voilà. Alors, il y a aussi le caractère imprescriptible de ces biens. Oui. Les biens sont imprescriptibles. Vous savez, dans le code foncier et domanial, dans les modes d'acquisition des immeubles,
Vous avez la prescription qui peut être acquisitive pour celui qui prend possession de l'immeuble et au bout d'un temps, si le propriétaire ou le propriétaire précédent ne se manifestait pas, l'immeuble peut revenir dans la propriété de celui qui en prend possession et de manière régulière, il en prend possession. On voit que vraiment, il se comporte comme le vrai propriétaire. Au bout d'un temps, il peut acquérir l'immeuble. Mais avec les biens publics, c'est impossible. Vous avez beau vous installer sur un bien public ou en faire un usage et que peut-être à l'insu des autorités, vous l'ayez utilisé, vous aurez beau l'utiliser pendant 1000 ans, ce bien ne vous appartiendra jamais. Jamais. Donc, ils sont imprescriptibles. D'accord. Voilà. Alors, il y a aussi un caractère insaisissable de ces biens. Oui. C'est-à-dire que... Oui, le caractère insaisissable veut dire que le bien ne peut pas être mis sous main de justice pour un intérêt particulier. Je suppose que vous et moi avons un litige où je vous dois de l'argent, je n'ai pas pu payer. C'est sur mes biens qu'on va pouvoir vous payer. On vient saisir mes biens, on les vend et puis on vous rembourse votre argent. Avec l'État, ce n'est pas le cas. Avec les personnes publiques, ce n'est pas le cas. Je ne peux pas aller saisir un véhicule de l'État parce que l'État me doit. Je ne peux pas aller Parfois, saisir... dans l'administration, il y a certains qui ont ce genre de comportement, peut-être en se disant qu'ils font du mal à leur chef ou à leur supérieur hiérarchique, oubliant alors ces caractères assez sacrés de oui, c'est assez grave. Et même d'abord, même entre nous, individus, ce n'est pas parce que vous me devez que j'irai rapidement saisir votre moto sans une décision du juge qui vous condamne à me rembourser et qui condamne, qui peut-être prescrit qu'il faut qu'on saisisse vos biens pour me rembourser. Il faut que la justice dise bien que sûr. ça peut être fait d'abord. Bien sûr. À quel titre je peux aller le faire? Il faut un titre exécutoire. Un titre qui m'habilite à aller prendre vos biens. À plus forte raison, une personne publique, je suis un utilisateur des biens de la personne publique, mais je n'en suis pas propriétaire ou je n'ai pas les droits sur ces biens-là qui puissent me permettre, parce que mon supérieur m'a fâché ou parce que tel m'a fait ci, que je puisse prendre ces biens et en faire un usage comme si j'en étais propriétaire. Non, c'est une erreur et c'est une faute grave. D'accord. Oui. Alors, dans ce contexte, je vais vous donner peut-être quelques exemples pour qu'on finisse cette émission. Lorsque, par exemple, on entend dans l'actualité certains scandales, on va dire des scandales d'ordre domanial, des réserves administratives, par exemple, que certains bradent par-ci, par-là, on connaît un peu ces actualités sous nos cieux. Est-ce qu'à ce niveau, lorsqu'un domaine, puisqu'on avait parlé du territoire tout à l'heure, lorsqu'un domaine est déclaré d'utilité publique, donc on met réserve administrative, et qu'une personne se dit, bon, c'est vrai, j'ai eu réserve administrative, mais je peux tenter le coup, la personne, est-ce qu'elle prend des risques ou pas? Assez de risques. D'accord. La personne a violé, alors quel caractère de ce bien-là? Est-ce que c'est imprescriptibilité, l'insaisissabilité de ce bien ou... Plutôt l'inaliénabilité. D'accord. L'inaliénabilité, dans la mesure où on ne peut pas le céder. Mais la personne se comporte comme même propriétaire alors qu'elle n'est pas propriétaire du bien et le cède à d'autres personnes. La personne morcelle ce bien-là et cède à d'autres personnes. C'est l'inaliénabilité du bien public que la personne n'a pas respecté. D'accord. Même l'État, avant de céder un bien, normalement doit le déclasser du domaine public pour son domaine privé. D'accord. Donc ça, c'est un processus que l'État fait d'abord. Bien sûr. Dès lors que le bien n'est plus d'utilité publique, l'État peut, je dis bien peut, c'est une faculté qui est donnée à l'État de déclasser ce bien-là du domaine public pour le sortir de son caractère inaliénable et pouvoir maintenant permettre qu'il soit cédé. D'accord. Voilà. Alors, nous sommes presque au terme déjà de cette émission. Pour ceux qui peut-être viennent juste de nous rejoindre, qu'est-ce qu'on peut retenir globalement du caractère du bien public, globalement? Oui, le bien public, le constituant lui confère un caractère sacré et inviolable.
ce caractère est repris d'une certaine manière par le législateur qui prescrit que les biens publics sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables. Vous voyez que c'est dans la suite du caractère sacré et inviolable que vient le législateur. On ne peut pas les toucher comme ça. D'accord. Voilà. Merci infiniment à vous, Dr Clément Dassy. Merci, monsieur. Ce fut intéressant avec vous dans cette émission. Vous êtes docteur en droit public, oui. Actuellement greffier à la Cour des comptes au moment où nous sommes en train de faire cette émission. Vous êtes auteur de l'ouvrage La Constitution interprétée par le juge constitutionnel. Dans cet ouvrage, vous revenez un peu sur les différents actes constitutionnels qui, on va dire, détaillent un peu plus les dispositions constitutionnelles globalement. Oui, en fait, c'est un ouvrage qui explique la Constitution, mais une explication donnée par le juge constitutionnel. Parce que c'est lui qui est établi comme l'interprète authentique de la Constitution. C'est ça. C'est lui qui dit ce que dit la Constitution. C'est lui qui nous explique ce qu'elle dit. Merci beaucoup à vous, Dr Clément Dassy. Nous allons revenir la semaine prochaine pour continuer ces réflexions parce qu'il faut qu'on sache exactement dans ces conditions comment le citoyen, où qu'il soit, peut, on va dire, protéger le bien public d'une part, et s'il ne le fait pas, ou se retrouve dans des conditions où il entache encore, on va dire, il porte atteinte à ces biens publics, ce à quoi il s'expose. On va y revenir dans notre prochaine émission. Merci infiniment d'avoir été là. Et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis de bout en bout. Prenez le rendez-vous du prochain numéro, c'est la semaine prochaine. À très vite.